Notre invité, c'est sa visite mensuelle ici dans Trudeau-Landry au FM 93. Le maire de Québec, Bruno Marchand, première visite en 2025. Bonne année, monsieur le maire. Bienvenue dans Trudeau-Landry. Salut à vous trois. Ben oui, merci. Merci de reprendre l'habitude. On commence bien l'année. Un petit rendez-vous mensuel. On continue ça en 2025. Exactement ça. Si le privilège m'est fait de continuer, ça va être 126, ça va être 127. Ah oui? Je vous le promets. Même après l'élection? Ça fait longtemps que je viens, là. Oui, je vous promets même qu'on garde ce régime mensuel. Exact. Bonne année, 2025. 2025, année électorale au niveau municipal. Trouvez-vous que ça a passé vite, 4 ans, ou que ça a passé pas vite, moyennement vite? Non, ça passe vite. Oui. Ça passe vite. Tu clignes des yeux puis ça passe. Là. Quand tu essayes n'importe quoi au municipal, là, avec la loi sur les cités et villes, juste la patinoire réfrigérée, là, on l'a inaugurée il y a 2 semaines. Là. On n'a pas commencé ça il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Là. J'avais fait l'annonce avec Bleu, Blanc, Rouge à Montréal lors d'un match des Canadiens. Oui. On avait déjà annoncé ça. C'est des mois de préparation, des mois d'appel d'offres, des mois de construction. Puis là, t'as à livre, ça passe vite, 4 ans. Ça passe vite. Je suis curieux de savoir, au début de votre mandat, quand vous avez été élu, vous l'avez répété autant comme autant que vous étiez pas là pour vous faire réélire, puis pour être populaire, puis je le dis pas péjorativement, mais quand on goûte au pouvoir, là, qu'on le vit, qu'on peut contrôler ce qui se passe, puis essayer de faire avancer nos dossiers, puis tout ça, après 3 ans, est-ce que vous voyez ça encore de la même façon? C'est-à-dire que il y a une partie de vous qui, maintenant, selon moi, dit genre, hey, je veux continuer, là, je veux me faire élire, puis j'accepte d'être stratégique des fois dans certains dossiers, d'avoir un plan de match, un calendrier, un agenda de communication, puis tout ça. Est-ce que le Bruno Marchand d'aujourd'hui voit la politique exactement comme il le voyait au jour 1 de son mandat? Non, mais cette partie-là n'a pas changé. Je pense que j'ai encore beaucoup à amener à la ville. Je pense qu'on a une extraordinaire équipe. J'ai le feu sacré, j'ai l'énergie. Les gens demandent en politique qu'est-ce que ça prend. La première chose, c'est l'énergie. La première chose, là, t'en as fait, là. La première chose, si tu n'as pas l'énergie pour travailler 70, 80, 90 heures semaine, garder le sourire, être là, être motivé, entendre les critiques, garder le sourire, continuer de te battre, avoir de la vision, fais pas ça. Ouais. J'ai ça. Puis j'ai cette vision-là. Après ça, les citoyens décideront, mais ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ont changé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est cette idée de je veux pas faire de la politique pour être réélu. Je suis pas cave, là. Je m'en vais pas la tête dans le mur en disant je vais faire n'importe quelle innocenterie. Puis non. Oui, être stratégique, c'est nécessaire dans la vie, mais on fait des choix, pas en fonction de maintenant, on fait des choix en fonction du futur, puis ça, je l'assume. Vous parliez de la patinoire du Canadien tantôt. Ça a-tu été difficile de mettre le chandail du Canadien? Ça a fait mal un peu. C'était beau, là. C'était assez beau d'un bras youpi en plus. J'ai pensé à vous deux, OK? Ouais, hein? Je sais pas où elle loge, mais j'ai pensé à vous deux. Ben, 4 loges du côté de Joe, le Canadien de Montréal. Non, je suis là, on est au moins 50-50. Je suis mal pris avec eux autres, là, moi ici, monsieur. Non, mais il faut t'ériger une statue. Je m'excuse. Oui, il faudrait, je mérite ça. Mais me faire dire une chance que je suis là alors que vous aviez le chandail d'un bras à youpi, là. Ouais, mais ça va loin, ça, là. Ça va loin. Attends, la partie youpi, ça, c'est la partie en politique que tu contrôles pas, puis tu fais OK, arrivera ce qui arrivera. C'est ça. Il a décidé de me prendre un... C'était bon. Ah, c'était... Oh, regarde, ça a bien sorti. Tu te laisses aller. La seule chose, je me suis dit, s'il m'échappe, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait donner des mauvaises photos, une mauvaise métaphore. Monsieur le maire, on fait un changement. On va se garder le tramway pour plus tard un peu. Ça me plaît, ça. Ouais, je veux qu'on parle de Saint-Roch, OK? Ouais. Commençons par l'îlot d'Orchester parce que je sais que c'est un projet de 250 millions, projet résidentiel, projet d'hôtel également à cet endroit-là, dans un terrain qui est vacant quasiment depuis Samuel de Champlain, dans ce coin-là. Là. C'est vrai. Il y a quelque chose à faire avec ça. Saint-Roch, père des commerces, le banjo, le commerce, là, comment ça s'appelle déjà, l'accordé dans les derniers jours également. Il faut qu'il se passe quelque chose dans Saint-Roch. Comment va le dossier de l'îlot d'Orchester? Les Trudel commencent à trouver le temps long, commencent à peut-être réfléchir à investir de 250 millions ailleurs qu'à Québec. On en est où avec ça? Alors, c'est vrai que c'est un dossier qui est compliqué. Pourquoi? Puis les Trudel, là-dedans, font des efforts. Là. Ils travaillent fort. Mais c'est un dossier qui est compliqué de par un principal élément, si je le résume grossièrement, c'est la hauteur de la dernière tour. C'est plusieurs tours, en passant, là, qui commencent en gradation puis qui s'en vont vers l'ancien édifice du Soleil. Là, très beau, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exact. Alors là, le plan particulier d'urbanisme permet 12, eux autres veulent 20. Alors, c'est vrai qu'ils ont travaillé beaucoup de moutures, mais on est toujours à 20.
Et ça agace beaucoup, beaucoup de monde. Mais vous, ça vous agace-tu? Alors, c'est à ça qu'on travaille. On est à quelques jours près de dire où on va avec ça. Ah oui? Mais pourquoi on ne peut pas aller à 20 étages? Tu sais, maintenant, on veut de la densité. Saint-Roch a besoin de résidents. Saint-Roch je pense qu'un hôtel avec des touristes dans Saint-Roch, ou si les commerçants seraient... Ouais, mais on n'est pas contre ça du tout. Là. OK, mais 20 étages, vous êtes-vous à l'aise avec ça? Mais à cet endroit-là, c'est compliqué. Pourquoi? Mais c'est compliqué pour plein de raisons. Là. Notamment, tu essaies de construire des quartiers en cohérence les uns, pas les uns avec les autres, mais les uns dans les autres. Un quartier, quand tu regardes le fresque, quand tu regardes les autres bâtiments en hauteur, quand tu es capable de créer une trame de quartier, ça crée un quartier qui est intéressant, avec des percées visuelles, ça crée une question de le regard architectural il est important. Fait que c'est ça qu'on travaille avec eux, en relation avec les citoyens. Mais on a déjà dit aux citoyens qu'on va aller plus haut que ce qui est permis, la hauteur. Plus que 12. Oui, ça va aller plus que 12. Ouais. Et on discute avec les Trudel, qui sont bons joueurs, qui travaillent fort. Ils ont raison de trouver que c'est long. C'est pas simple de trouver ces voies de compromis-là. Ils travaillent bien, on travaille bien avec eux, on arrive à des solutions. Là, c'est la question d'un Lavallois qui est dans la région de Québec depuis 20 ans puis qui reste à Lévis, OK? Donc, en ce sens que Il est encore Lavallois? C'est un ex-Lavallois. Mais qui dit arrête du parking quand même. Là. Non, mais tu sais, j'ai une vision qui est encore assez contemporaine de Québec, toute l'historique de Saint-Roch, le Mansle, puis tout ça. Je maîtrise pas ça. J'ai envie de vous demander, platement, là, c'est quoi le problème dans Saint-Roch? Qu'est-ce qui fait que là, il y a des commerces qui ferment? Qu'est-ce qui fait que des fois, on essaie de partir des choses, ça fonctionne plus. Ouais. Il est où le problème avec Saint-Roch? Mais d'abord, tous les centres-villes, les grandes villes vivent des défis. On peut parler de Vancouver au Canada, on peut parler de Toronto, dans certaines places de Toronto, on peut parler de Montréal. Les défis sont liés à des circonstances qui sont souvent circonstances humaines. L'itinérance fait partie, pas du problème, mais les gens, le regard qu'ils posent sur l'itinérance, ça devient, pour certains, une espèce d'affaire qui rebiffe, puis les gens arrêtent d'y aller. Alors, il y a des gens qui ont eu des expériences pas positives, on travaille là-dessus, mais c'est pas si l'enfer que le chef de l'opposition, par exemple, disait. Ça, c'est la catastrophe quand quelqu'un dit ça. En plus de nuire à Saint-Roch, il nuit aux gens qui pensaient même y aller. Après ça, les enjeux qu'on a, c'est de faire en sorte que la trame commerciale, à travers les habitants qui sont là, cette trame commerciale, elle soit forte, elle soit intéressante, que les gens veulent y habiter. Des promoteurs, des entrepreneurs, des gens d'affaires qui veulent construire dans Saint-Roch, qui veulent être là dans Saint-Roch, il y en a plein. Il se rajoute un 100 logements présentement. On va avoir des développements sur l'ancienne Aube-Rivière prochainement. Il y a un paquet de choses positives. On parlait de l'îlot de Dorchester. Oui. On s'en vient avec des projets. On s'en vient avec des projets culturels. On s'en vient avec des politiques d'achat. On va soutenir le quartier vraiment, vraiment au maximum. Mais ces défis-là, dans 20 ans, on va avoir encore d'autres défis. Les quartiers centraux, comme n'importe quel quartier, prend Racine. La rue Racine, quand on est arrivé, c'était Vitelzo. Oui. Pourquoi? C'était pas une question d'itinérance, c'est une question qu'il y a des cycles dans les quartiers. Oui. Il y a des gens qui naissent, pas les personnes, mais il y a des commerces qui naissent, qui meurent, il y a des gens qui fréquentent plus. Bien, ça fait partie. Et l'autre chose qu'il faut se dire, là, on a tous une responsabilité aussi, là. Moi, j'habite dans un bloc ici à côté, là. Ils rentrent du carton d'Amazon, là. À tous les jours, ils rentrent 15, 20, 30 cartons. C'est les boîtes sans pile. Puis là, je suis comme vous autres, là. Je blâme personne. Je fais juste dire que quand on fait ça, c'est bien pratique pour nous, c'est correct, mais c'est sûr que le commerce local, c'est pas lui qui a le prix, M. le maire. C'est le prix, M. le maire. C'est ça la réalité. Puis si on parle de commerce au détail, c'est intéressant que vous ameniez ça parce que est-ce qu'on doit renoncer, par exemple, dans Saint-Roch à du commerce au détail de style Benjo, de style Mountain Equipment, de style L'Accordé? Parce que c'est bien plus simple pour un banlieusard. Puis moi, je vais tout faire pour défendre ma ville de Québec. Je vis au centre-ville maintenant, je suis fier de ça, OK? Oui. Mais si on veut que les banlieusards continuent de venir, il faut que ça soit simple de stationner, de circuler et tout ça. Puis, quand j'entends dire... quand j'entends dire qu'on veut, par exemple, peut-être tarifer selon le poids d'un véhicule ou selon la grosseur d'un véhicule... Je t'ai dit qu'on faisait pas ça. On l'exclut, ça, hein? On l'exclut. Ça, c'est exclu totalement. Je t'ai juste dit, on fait une consultation. Ça me rassure. Je t'ai dit, on fait une consultation, puis toutes les options ont été mises à la table. Mais on l'exclut, ça. On n'est pas là. On exclut ça ce midi. C'est pas ça qui amène... Oui, mais c'est pas ça qui amène les gens à parler dans Saint-Roch, là. Moi, je connais... La moitié de ma vie est aussi sur la Rive-Sud. Je suis souvent sur la Rive-Sud. Puis les gens de la Rive-Sud me disent « Ah, je ne vois plus le Québec. Trop compliqué, trop de trafic, les travaux, le parking, le ci, le ça. » Moi, c'est ce que j'entends des gens en banlieue, M. le maire. Je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, mais c'est ce que j'entends. Au centre-ville? En banlieue. C'est ce que les gens de banlieue me disent. Oui, je vais à Charlebourg, je vais à Loretteville, je vais à Val-Bélair. Je vais souvent, là. Pensez-vous qu'ils viennent souvent dans Saint-Roch puis dans ces commerces? OK, mais
il y a quelque chose d'intéressant à quelqu'un qui consomme à Loretteville, s'il y a de Loretteville aussi. Là. Ouais. C'est pas une mauvaise nouvelle quand la personne elle va sur la rue Racine. Non, mais vous savez où ils vont chez Costco puis ils vont accorder. Ils ont le droit. Dans le Bourgneuf aussi. Mais ils ont le droit, je ne vais pas leur empêcher ça. Je veux pas que ça meure, Saint-Roch, il faut que ça reste mais vivant. c'est ça. Mais alors, c'est là où on fait la différence avec les grandes chaînes de ce monde, avec les livraisons dont on parle avec Amazon. On fait différence comment? Avec une expérience. C'est ça qu'il faut recréer dans Saint-Roch. Il faut créer une expérience qui fait que c'est cool, y aller, c'est intéressant. Ouais. On s'en vient avec un super projet qui va créer une expérience, là, vraiment de haut niveau. Il y a des promoteurs qui travaillent à ça, je ne vais pas les scooper, mais il y a un super projet qui s'en vient. C'est pas la seule chose qu'on fait. On travaille là-dessus depuis des mois avec les gens de Saint-Roch, avec la SDC. Donc, il y a vraiment, vraiment du positif qui s'en vient, puis il faut créer une expérience. Mais c'est sûr que la personne qui a besoin d'aller au Costco pour ses achats, elle ne viendra pas dans Saint-Roch. Il n'y aura pas de Costco dans Saint-Roch. Là. Ça ne marche pas dans le modèle. Mais d'avoir des restaurants comme ceux qui sont là, d'avoir un Lucie-Côté, d'avoir un Camilla Sinensis, d'avoir un paquet de commerces intéressants, d'avoir des commerces de dessert, une chocolaterie, ça ajoute à l'expérience. Il y a des coiffeurs là extraordinaires. Puis il y a même des vendeurs de meubles intéressants. Oui. Il y a quelque chose là qui doit être unique, que tu ne retrouves pas ailleurs. Puis quand tu vas là, tu sais que tu n'auras pas ça ailleurs. Je vais vous demander de mettre vos écouteurs juste une seconde. J'ai eu un flash. Je veux qu'on réécoute. Non. Je veux qu'on réécoute un extrait qui a fait beaucoup réagir les auditeurs hier. Ça se passait au conseil municipal mardi. C'est le vice-président de votre conseil exécutif, Pierre-Luc Lachance, qui parlait de ce qu'il fait, lui, dans Saint-Roch. Qui a déjà ramassé des seringues souillées sur son passage. Qui a déjà ramassé des condoms souillés sur la rue et même dans son entrée. Qui a déjà aidé à nettoyer des déjections humaines sur sa propriété. Ça n'a pas levé la main bien fort de l'autre bord, hein, M. le Président. Fait que ça va être beau, les apprentis magiciens. Si M. Lachance n'arborait pas déjà une médaille, je lui aurais offert la mienne. M. Lachance pense que finalement, c'est lui le sauveur. Eh bien, M. le Président, j'aimerais lui rappeler que tout n'est pas à propos de lui. Premièrement, est-ce qu'on a un super-héros en Pierre-Luc Lachance? Mais deuxièmement, est-ce que vous trouvez que c'est une belle façon de dépeindre Saint-Roch quand vous dites, chaque quartier a ses défis, tout ça, écoutez Pierre-Luc Lachance, pas l'air le fun. Donne pas le goût, en tout cas. Chaque quartier a ses défis. Saint-Roch en a des bons présentement, là. Je nie pas ça, là. Alors, revenons à Pierre-Luc. Pierre-Luc, là, c'est le conseiller totalement engagé qu'une ville ne peut pas rêver. Je vous jure, là, depuis des années, ce gars-là a fait de la politique là, avec les gens de Saint-Roch-Saint-Sauveur, sur le terrain, à donner le meilleur de lui-même, à recevoir des baffes, à pas toujours être parfait. Là. Pierre-Luc Lachance n'est pas parfait, là, mais je vous jure là, qu'il n'y a pas personne qui se donne plus pour son district. Mais on peut se donner et être plus ou moins efficace aussi. Je veux dire, les résultats dans Saint-Roch, il y a une réalité, M. Oui, mais ce qu'il décrit, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est conseiller. C'est pas ce qu'il a fait en une nuit. Là. Il y a des gens qui ont fait « ça veut dire que Saint-Roch va mal ». Ce qu'il décrit, c'est son engagement sur des années. Là. Alors, c'est facile de dire « il s'est trompé, il n'aurait pas dû dire ça ». OK. Hey, si on veut des politiciens parfaits là, qui disent tout le temps les bonnes affaires, on va juste avoir des cassettes. Mais on veut pas ça, mais on veut des résultats. Puis je veux dire, force est d'admettre que dans Saint-Roch, il y a de l'ouvrage à faire. Il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage et on est là-dessus et on va continuer d'être là-dessus. Mais regarde Montréal, là. Regarde les grandes villes. Mais on veut pas être Montréal. On veut pas se rendre là non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas une façon de se consoler puis on est moins pire. C'est juste une façon de dire, si c'était inhérent à Québec, si c'était juste Québec qui avait échappé son quartier central par des enjeux notamment liés à l'itinérance, on pourrait dire, OK, les politiciens, vous l'avez échappé, vous êtes pas bons. C'est un contexte qui est nord-américain et même européen. Maintenant, c'est pas une raison pour s'asseoir sur notre steak et dire on fait rien. Ce avec quoi on s'en vient, je vous jure, ça va frapper. J'ai hâte de voir ça. Les taxes, parce que juste pour peut-être clore le dossier centre-ville, commerçants, Saint-Roch et tout ça, j'entends parler beaucoup des taxes, les fameuses taxes. Je sais qu'il y a des commerçants qui ont vu depuis à peu près une dizaine d'années leur compte de taxes, grosso modo, à peu près doublé. Là. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis là, ils se disent, coudonc, tabarnouche, mon compte de taxes a doublé. Il y a plus d'itinérance qu'avant. Il y a des commerces qui s'en vont, peut-être des fois à partir à cause de ça aussi. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour essayer d'alléger un peu le fardeau fiscal au niveau municipal des entreprises? Bien, alors, deux choses. Si tu parles de Saint-Roch, on va travailler ça dans nos programmes. Ça fait partie de ça sur compte. Baisser les taxes? Non, pas tant baisser les taxes. Limiter? Voir comment on peut les soutenir. Okay. Comment on peut les soutenir? Une des demandes qui nous est faite, c'est toute la question du soutien en lien avec un certain vandalisme, des choses qui leur coûtent des sous, et comment on peut faire pour s'assurer d'améliorer les choses. On regarde ça. Ah oui? OK. Compenser. La deuxième chose, mais le comment, il n'est pas simple, mais on regarde ça. La deuxième chose, quand tu me parles de l'ensemble des taxes, je vais revenir en février, là, puis à la limite, vous me réinviterez d'ici là. On va sortir le rapport KPMG, qui est le comparatif des taxations
de tous les différents niveaux commerciaux, là, que ce soit différents commerces, différents hôtels et autres. Et on va vous sortir, c'est KPMG qui le fait, c'est indépendant, le comparable avec d'autres villes. Oui, mais eux autres, ça ne change rien pour leur compte à eux autres. Ça double. Non, mais c'est parce qu'on me dit depuis 3 ans, quand je suis arrivé, ce tableau-là avait été sorti demandé par la ville, mais fait par KPMG. On disait, on est dans la deuxième moitié et près des derniers, à peu près 14 villes qui sont évaluées là-dessus. Là. Puis j'avais dit, on va améliorer la situation. Puis la situation, on l'améliore. Alors, c'est vrai que ça ne change rien. Qu'on leur dise c'est plus cher à Montréal, à Toronto, ça a doublé. C'est vrai. Ouais. Bon, ça n'a pas doublé pour tout le monde. Ben, il y en a qui me disent que ça a doublé. Là. Mais ça dépend. 2015, Oui, OK, mais là, c'est pas la croissance des taxes. Ça dépend du rôle d'évaluation. Ça dépend de la valeur de leur bâtiment. Ça, c'est d'autres choses. Ouais. Mais sur la croissance des taxes, on a la plus basse croissance des 10 plus grandes villes du Québec, les 11 plus grandes villes maintenant du Québec depuis 3 ans. On fait des efforts là, importants. Je fais un lien entre Saint-Roch, l'histoire que notre collègue Catherine a sortie hier, puis la nouvelle de la semaine à l'effet que les loyers vont augmenter de 5,9 %. En tout cas, c'est ce que le tribunal du logement a proposé. L'itinérance. Bon, la vision zéro itinérance, on s'entend que là, c'est pas pour demain matin, là. Mais il y a des enjeux reliés à ça. Là, des incidents qui sont violents. On peut le voir comme un cas isolé, les 2 policières qui ont été tabassées. Mais c'est en lien avec des enjeux de santé mentale, mais c'est à Limoilou, me semble. Oui, l'appel initial a été fait à Limoilou. C'est ça, exact. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Là? L'itinérance, la multiplication, les incidents violents, ce qu'on peut envisager justement avec les loyers qui vont encore augmenter et tout ça. Comme l'impression que ça pourrait s'empirer avant de s'améliorer. Ouais, j'espère que non. Mais peut-être tu as raison, mais j'espère que non. Moi, je m'attends à une réponse plus vigoureuse du gouvernement du Québec. Et pas parce qu'ils font rien, pas parce que Carman n'est pas engagé. Il est là, il est sur le terrain, il nous entend, on discute. Mais je m'attends que le premier ministre prenne ce problème-là à bras-le-corps. On l'a interpellé avant Noël. À quel niveau? Construction de logements, de l'aide aux gens défavorisés, soutien aux personnes qui sont dans la rue? Tout. Parce que une personne, juste sur le plan économique, une personne itinérante coûte à la société par année 75 000 $. Alors, le loger coûte moins que ça. Le loger et l'accompagner, parce que ça prend de l'accompagnement, ça coûte moins que ça. Et ça fonctionne, je vous l'ai déjà dit ici, là, je ne ferai pas mon perroquet. Ça fonctionne, on a des preuves que ça marche. Maintenant, il faut soutenir l'accompagnement, il faut augmenter le logement social et abordable. On a une extraordinaire année en 2024. Il faut faire en sorte qu'on soit capable de construire du soutien. Pêche est en train de construire un super lieu de logement présentement. Il s'en construit des choses. Il faut les accélérer. Je pense que l'itinérance zéro, c'est possible. La seule chose qui fait que c'est pas possible présentement, c'est qu'on n'ose pas s'engager. Le gouvernement du Québec n'ose pas s'engager et il devrait s'engager. Ça va prendre des années, là. Ça va prendre des années. Mais l'engagement qu'il fait, qui est un engagement sincère et crédible, il pourrait être augmenté et on va tous y gagner. Parce que financièrement, on paye tous le prix de laisser des gens à l'abandon. Quelques questions à rafale avant de vous laisser aller. Le temps file, M. le maire. En quelle année Québec va avoir son équipe de hockey professionnelle féminine, d'après vous? Alors, on rêve... 26, 27, 28, 29... 25? Là, je te fais pas une promesse. Cette année? Mais je t'explique pourquoi. OK. La Ville dit... Pas la Ville. La Ligue dit, parce qu'on a parlé à la responsable, il était vraiment là, flabbergasté dans le Québec, puis de dire, wow, c'est ça le marché de Québec, là. Alors, l'enjeu, il est où? L'enjeu, là, c'est... Tu vas voir, on va revenir à nos tristes souvenirs, là. Ça dépend de leur modèle de développement d'affaires. Oui, parce que pour l'instant, je pense que c'est un propriétaire unique pour toutes les équipes. Ils ne sont pas sur le mode franchise, donc ils ne cherchent pas à avoir quelqu'un qui va acheter la franchise. Mais il y a 2 choix. S'ils veulent un marché compétitif, avec du monde dans l'aréna, du monde fan, hey, l'ambiance était là dimanche, c'était vraiment chouette, là. S'ils veulent un aréna plein, on aurait probablement les meilleurs chiffres de toutes les villes présentement qui ont ce type. Il y en a 6 équipes présentement. On parle d'une expansion à +2, donc amener 8 équipes. Ouais. Ça serait Québec. Ils savent que la rivalité avec Montréal, ça créerait un buzz. Présentement, la responsable, elle m'a dit, l'endroit où on parle le plus de cette ligue-là, donc du hockey professionnel féminin, c'est au Québec. OK, mais là, est-ce que les gens allaient voir Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Desbiens ou ils allaient voir du hockey féminin? Ou, les deux, mais c'est toujours ça. Marie-Philippe ne pourra pas jouer pour toutes les équipes. Je veux dire, en fin de semaine, on en a des buzz. Mais est-ce que le bassin est là de joueuses? Oui. On en a des joueuses. Hey, on en a. Mais là, l'automne prochain, vous me dites là. Je dis que c'est impossible. Ah oui? Je te le garantis pas. Okay. Pourquoi je te le garantis pas? 1, parce que c'est pas moi qui prends la décision, mais 2, on revient, c'est ça que je te disais, avec nos tragédies internes. S'ils veulent un plan de développement économique, cette ligue-là, basé sur les droits de télé, pour dans 5, 6, 7 ans, ils vont pas choisir Québec. Ils vont choisir qui? Chicago, Détroit, Philadelphie. Pourquoi? Pour pouvoir dire dans 5, 6 ans, à un NBC de ce monde, regarde, on couvre 30% du marché américain ou 40% du marché américain, tes droits de télé devraient coûter plus cher et nous, ça nous rapporte plus de revenus. Ça, Québec, comme dans la Ligue nationale, comme au hockey masculin, c'est ça. Mais... ils ont senti le buzz.
Et moi, je pense qu'avant d'avoir des droits de télé, ce qu'il faut tailler, c'est une rivalité, c'est du monde dans l'aréna, c'est du monde qui en parle, c'est des séries super âprement disputées, puis on est capable d'offrir ça. Puis que Montréal a juste à bien se tenir. Je fais un clin d'œil à mes deux collègues à ma gauche. Championnat mondial de hockey junior, édition 2028. On en a parlé ici. On comprend qu'il y a un deal. Il y a un deal, il faut boucler le financement. Ouais. La ville est là, le tourisme est là. Ouais. Il manque le gouvernement du Québec. Est-ce que le gouvernement du Québec souffre d'un syndrome post-traumatique de type Kings? Oui. Est-ce qu'ils vont être là? Ah, je pense qu'ils vont être là. Là, moi, ils me disent... J'espère qu'ils vont être là. Moi, la citation que j'ai eue, c'est qu'il y avait un sain débat à avoir sur la hauteur du financement accordé à un événement comme celui-là. Bien, c'est... Quand on regarde par rapport aux Kings, la proportion, là, elle est tout à l'avantage du championnat du monde junior. Là. Ben, c'est clair. C'est 50 millions de retombées là, pour à peu près 10 jours d'événement, là. Mettons 2 semaines, parce qu'il y a des gens qui arrivent avant et qui partent après. Là. C'est une visibilité pour Québec. Robert Mercure de Destination Québec Cité disait on essaierait d'acheter ça, là, on serait incapable. C'est ça. On se positionne sur la carte hockey, mais on se positionne sur la carte touristique. On amène du monde, on remplit nos hôtels, on en crée un événement. Le monde de Québec va capoter. Il est temps qu'on ait ça. Les provinces, présentement, se battent. Non, pour ça. Je sais. On le sait, ça, M. le maire, mais le gouvernement, on dirait qu'ils ont comme peur. Éric Girard est là, il y croit. C'est pas Éric Girard là, qui choque. Là. Il a le goût. Il va convaincre les autres. Moi, j'ai confiance qu'ils vont être là. Il y a trop de retombées. C'est trop une carte de visite incroyable. C'est trop un événement qu'on a envie de vivre pour qu'on passe à côté. On en règle des dossiers, là. Le hockey féminin, championnat junior en 29. Liste descend à vitesse le tramway en terminant. Le dernier, le plus facile. Oui, le tramway, mais regardez, c'est un dossier qui avance, on dirait, à pas de tortue. Là, le fédéral ne veut pas négocier, de ce que je comprends, mais là, la réalité, c'est que Poilievre s'en vient à Ottawa probablement dans les prochains mois. Votre niveau de stress par rapport à ça, êtes-vous encore convaincu que le tramway va se faire, même avec Pierre Poilievre comme premier ministre? Moi, je pense que Poilievre a le droit d'avoir des intentions, des philosophies, des priorités. Ça fait partie d'un gouvernement qui arrive en place. Moi, c'est ça que je priorise. Parfait. Je pense qu'il faut éviter, comme gouvernement, de revenir en arrière sur des ententes faites. Alors, le montage présentement à 1,4, presque 5 milliards, il tient. On vous l'a montré, on vous l'a présenté, le gouvernement du Québec l'a présenté, il tient. Donc, M. Poilievre il aurait le droit de dire, moi, j'en rajoute pas. OK, parfait. Mais en même temps, c'est pas un débat troisième lien ou tramway. Là. On veut les deux. Jonathan Julien avait raison de dire ça. Le troisième lien, quand il va se faire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas la vitesse, mais admettons, là, on veut qu'il soit financé par le fédéral. C'est nos impôts aussi. Puis pendant ce temps-là, on veut financer le tramway parce que pendant ce temps-là, l'économie de Québec, elle va boomer. C'est 12,5 milliards. Mais comment tu vas assumer de mettre la hache là-dedans? S'il s'inspire de Donald Trump, là, qui signe décret après décret après décret, qui défait ce que M. Biden a fait en quelques jours à peine, je veux dire, ça va brasser en tabarnouche là, si Poilievre débarque comme ça à Ottawa. Là. Alors, il va renier des promesses, puis ça va brasser. Oui, mais avez-vous remarqué que Trump, il y a des affaires qu'il n'a pas reniées? Les constructions de trains aux États-Unis, là, qui sont très profitables, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pas reniés pour l'instant. Tu vas me dire peut-être dans une semaine, il va le faire peut-être. Ouais, mais ce qui a été entamé, il continue. Quand le manège militaire a brûlé, là, il y a eu un changement de gouvernement. Vous souvenez-vous? Il y a un gouvernement qui avait promis quelque chose, puis il y a un gouvernement qui l'a fait, parce qu'il y a eu un changement de gouvernement. Je pense que c'est José Werner qui a fait débloquer ça à l'époque, je ne me trompe pas. Elle l'avait promis. De mémoire. Mais je pense que c'était les libéraux pour voir quand c'est le temps de le financer. On vérifiera. Si à chaque fois qu'il arrive un gouvernement, on dit « Ah, ben c'est la promesse de l'autre. Moi, José Werner, admettons, je ne l'aimais pas parce que je suis un député de libéral. Je remets en question ces grands projets-là. » On n'en a pas de manège militaire. On n'a pas de ces grands projets qui prennent du temps et pour lesquels on a besoin que les nouveaux gouvernements disent « Mes priorités vont être les miennes. Parfait, tu as le droit. Maintenant, viens pas nous tirer dans le pied. Viens pas tirer dans le pied de l'économie de Québec avec une entente déjà scellée. » Mais il est brillant, Pierre Poilievre. On comprend un peu plus comment il va retrouver l'équilibre budgétaire à Ottawa. C'est-à-dire qu'il dit à Québec... Nous, on a 1,4 milliard de disponibles pour vous. Les gens veulent pas du tramway. Fait qu'on va le prendre du tramway, puis on va le mettre sur le troisième lien, sachant très bien que ça se fera jamais, le troisième lien. Fait qu'il économise 1,4 milliard. C'est brillant. Mais c'est pour ça brillant. Je l'accuse pas de ça, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut pas que ça soit une promesse d'ivrogne. Ouais. On peut pas dire, je vais arrêter de boire demain. On peut pas dire, hey, OK, je serai pas là sur le tramway, mais dans 2-3 ans, quand vous serez prêts, puis parce qu'on se rappelle comment il fonctionne, quand vous aurez commencé à avoir des factures sur le troisième lien, dans 4-5 ans, je vais commencer à penser à les rembourser. Il y a bien des chances que le 1,4 milliard ne soit jamais ici, ni d'un bord ni de l'autre. Moi, je veux pas 1,4 milliard pour le tramway puis 0 pour le troisième lien. Je veux que le fédéral soit là au projet, que le Québec, que la Ville de Québec, que la région de Québec dit oui. C'est ça sa job, c'est nos impôts. Parce que pendant ce temps-là, il le fait à Calgary, il le fait à Edmonton. S'il le fait pas ici, c'est une injustice totale. Merci, M. le maire. On vous laisse aller. Quelle date, l'îlot d'Orchester, ça serait? On a-tu une date? On est à quelques jours. Quelques jours? De vous présenter la séquence. Okay. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'il y a des changements à faire, il y a un PPU. Bon, c'est quoi la séquence? J'espère pouvoir vous donner des confirmations bientôt. Merci, M. le maire, d'être passé. Merci beaucoup. Le maire Bruno Marchand qui est avec nous dans les dernières minutes. Restez à l'écoute.